Avoir une pathologie, avoir une maladie, est-ce une bonne raison pour ne pas bouger? Eh bien non, il y a l'activité physique adaptée, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce troisième épisode de cette série consacrée à l'activité physique et la santé. Aujourd'hui, on va plus précisément parler de l'activité physique adaptée. On fait un petit rappel, on a commencé cette série où on a fait le point précisément sur les bienfaits de l'activité physique. On a vu qu'entre autres, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, homme, femme, en forme ou malade, de toute façon, l'activité physique est bénéfique. On a aussi évoqué comment on pouvait s'y mettre et surtout comment on pouvait maintenir ça dans le temps. On a parlé de motivation et des mécanismes qui pouvaient l'entretenir. Et enfin, dans ce troisième épisode de cette série, on va faire un petit focus sur ceux qui ont des pathologies, ceux qui ont peut-être plus de fragilité, qui se sentent peut-être éloignés de l'activité physique. Et l'idée est de présenter, parler les métiers, les dispositifs qui permettent aujourd'hui à chacun de s'inscrire dans l'activité physique pour également bénéficier de ses bienfaits. Pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui Chantal Verquin de l'Université de La Réunion. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Alors oui, je m'appelle Chantal Verquin, je suis maître de conférences à l'Université de La Réunion, au département STAPS, également au laboratoire IRIS. Et j'enseigne la physiologie humaine au sens large. Et puis également, je suis spécialisée depuis maintenant une douzaine d'années sur l'enseignement de l'activité physique adaptée. C'est une filière que j'ai contribué à monter à l'Université de La Réunion et je suis très très impliquée et motivée dans ce domaine-là. Voilà. Très bien, donc effectivement, je le confirme, nous avons la bonne personne pour parler de ce sujet. Alors, on va commencer tout de suite. L'activité physique adaptée, c'est en fait un domaine qui est un peu encadré, c'est un métier aussi. Vous venez d'évoquer finalement la filière de formation à ce métier. Tout ça, ça s'inscrit quand même dans un certain contexte qui en plus, depuis une dizaine d'années, si je ne suis pas très précis, mais en tout cas, en gros, depuis une dizaine d'années, qui évolue, il se passe des choses, ça se concrétise. Ma première question, c'est finalement, quel est le contexte ces dernières années de ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, la notion d'activité physique adaptée? Alors oui, effectivement, il y a un contexte qui évolue très très vite depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, en fait, on a un contexte extrêmement favorable au développement de cette activité physique adaptée. J'évoquerai peut-être pour placer un peu ce contexte en partant d'aujourd'hui et en remontant un petit peu dans le temps. Je rappellerai l'objectif de la stratégie nationale sport santé 2019-2024. Donc on peut peut-être l'afficher pour tout le monde, cette stratégie nationale qui consiste à améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun au quotidien, avec ou sans pathologie. C'est un peu là-dessus qu'on va insister aujourd'hui et à tous les moments de la vie. Donc ça, c'est un contexte extrêmement favorable parce que aujourd'hui, et c'était vraiment pas le cas encore il y a 10 ans, aujourd'hui l'activité physique adaptée s'inscrit dans un véritable objectif de santé publique. Et donc c'est accompagné par différentes politiques de santé publique. Alors si on essaye peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ce contexte et peut-être de rappeler quelques dates clés, la première fois que l'activité physique a été reconnue comme une thérapie non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé, c'était en 2011. C'est là qu'est apparu la première fois le fait de citer cette intervention comme un processus thérapeutique. Et donc ça, c'était déjà une petite révolution en soi. Et à partir de là, ça a déroulé très vite en France et au niveau mondial aussi. Donc la loi de modernisation de la santé en 2016 et son application en 2017 a permis en fait d'inscrire dans le parcours de soins des patients. Au début, ce n'était que des patients atteints d'une ALD. Aujourd'hui, c'est tous les patients atteints de maladies chroniques. Alors quand vous dites ALD, juste affection, voilà. Affection de longue durée. Voilà, C'est une ça. affection de longue durée. Donc c'est un statut particulier auprès de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, même les patients qui ne sont pas
on va dire, étiquetés Mm. comme étant atteints d'une ALD peuvent aussi bénéficier de la prescription d'exercice, puisque donc cette loi permettait ou évoquer le fait de la prescription d'exercice par le médecin traitant, aujourd'hui également par des médecins spécialistes. Donc ça s'est vraiment élargi. Donc prescription d'une activité physique adaptée à la pathologie et aux capacités physiques et au risque médical du patient. Donc vraiment cette loi, elle est venue poser un contexte législatif qui permettait à l'activité physique adaptée de se déployer peut-être de manière beaucoup plus importante que jusqu'à aujourd'hui, en particulier pour les personnes qu'on évoquait, donc qui sont peut-être plus fragiles, à la fois des personnes donc, qui vieillissent et qui sont atteintes de différentes pathologies, des personnes atteintes de maladies chroniques, et que ces maladies soient physiques ou psychiques. Dans tous les cas, ça relève de la prescription d'exercice. Alors bien sûr, ça n'était que le début, parce que depuis, il y a d'autres choses qui se sont mises en place, et ça va très vite. Il faut bien sûr former aussi les médecins à cette prescription, donc c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Pardon, excusez-moi. Il faut également que les acteurs qui interviennent sur l'activité physique adaptée puissent trouver les moyens adéquats pour mettre en place des programmes d'activité physique adaptée. Et je pense qu'on verra au fil de cette discussion que c'est effectivement le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux peut-être aller un tout petit peu plus loin. Peut-être juste avant ça, moi Ouais. j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez parce que effectivement en 2016 quand c'est sorti, ça avait, alors faire du bruit c'est un peu exagéré, mais quand même le signal était assez fort. On parlait de prescription d'activité physique. Jusque-là, le mot prescription, on l'associait au médicament. Le médecin prescrit Un un médicament. médicament, vous donne une ordonnance, vous allez à la pharmacie, vous Mm. avez un. Et effectivement, là, il était question de prescrire de l'activité physique. C'était quand même un un vrai pas en avant. Alors C'est- même si tout n'était pas construit au moment où ça sortait, Mm. ça a fait une petite cacophonie sur le coup, mais C'était un vrai grand pas en avant et ça s'inscrivait dans peut-être une approche plus globale de prévention et également d'accompagnement des parcours de soins des patients. Ça s'inscrivait dans l'idée qu'il fallait regarder un petit peu et faire de la place à ce qu'on appelle aujourd'hui les interventions non médicamenteuses. Et en fait, l'activité physique a fait partie de ces interventions non médicamenteuses. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer un peu plus tard, mais aujourd'hui, ça fait partie des thérapies non médicamenteuses qui sont validées par la science. Voilà. Et alors, donc, c'est ce que je pense qu'on a vu dans les premiers épisodes c'est ça, de je peux ces causeries. rappeler l'épisode numéro 1 de cette série sur l'activité physique et la santé où on recevait Bruno Lemarchand, Mhm. docteur Lemarchand, qui évoquait justement les recherches très précises, très sérieuses, qui démontrent de manière non discutable, pour reprendre ses propos, des bénéfices, des gains en années de vie, en espérance de vie Voilà. de cette pratique. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de discussion là-dessus dans le monde scientifique. Enfin, c'est quelque chose. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire en recherche pour optimiser les Mhm. programmes d'activité physique adaptés et avoir des programmes de plus en plus spécifiques, de plus en plus pointus. Mais aujourd'hui, franchement, l'intérêt de l'activité physique pour tout le monde et pour la santé n'est plus discutable. Au contraire, les méfaits de la sédentarité sont également clairement démontrés. Et il y a aussi tout un pan de recherche autour de ce qu'on appelle depuis 10-15 ans la physiologie de la sédentarité, par opposition à la physiologie de l'exercice qu'on appliquait aux sportifs. Et la physiologie de la sédentarité démontre aussi des choses qu'on connaissait peu jusque-là, c'est-à-dire en fait l'impact de la sédentarité sur notre équilibre interne, qui n'est pas juste l'inverse de ce que peut produire l'activité physique. Il y a vraiment une adaptation de notre corps et de notre psychisme à la sédentarité, comme il peut y avoir une adaptation de notre corps et de notre psychisme à l'exercice physique et à l'entraînement. Et donc, voilà, aujourd'hui, on sait très bien que la sédentarité, c'est un nouveau fléau, en fait, dans nos sociétés, véritablement, au niveau santé, et que l'activité physique est absolument essentielle. Du coup, une fois que c'est posé comme ça, en découle, alors il a fallu plusieurs années et on commence à y être pas mal aujourd'hui, en découle finalement maintenant des politiques et comme on l'évoquait tout à l'heure, finalement des métiers qui se développent, qui font suite à ça en fait, au fait qu'on considère maintenant l'activité physique
quasiment comme un médicament, mais je dis ça vraiment entre guillemets, ce n'est pas un médicament, mais en tout cas, c'est une thérapie dont C'est une l'efficacité a été thérapie, prouvée. voilà. Alors, ça se traduit par des politiques, des dispositifs et des métiers. Euh, Oui, donc effectivement, j'évoquais au début la formation universitaire en activité physique adaptée, qui est une spécialité de la filière STAPS. Et donc, STAPS, je dois définir aussi, c'est peut-être, oui, sciences et voilà. techniques des activités physiques et sportives. Donc, c'est la filière qui, historiquement, forme les professeurs d'EPS. Voilà, et qui forme également des entraîneurs sportifs. Il y a une spécialisation en entraînement sportif. Et puis la spécialité activité physique adaptée, elle est née à Montpellier il y a une trentaine d'années. Et puis aujourd'hui, elle existe dans pratiquement tous les STAPS de France et ça forme donc des enseignants en activité physique adaptée qui ont pour mission justement d'encadrer les activités physiques pour des personnes plus fragiles, porteuses de handicap ou atteintes de pathologies chroniques. Alors, on va y revenir tout de suite après sur les enseignants en Mmh. activité physique adaptée. On va essayer de regarder de plus près ce métier, peut-être trop peu connu. C'est l'occasion de mettre un coup de projecteur. Avant, juste pour terminer on a parlé effectivement des dispositifs. Les choses se bougent. À La Réunion notamment, qui, je le sais, parce qu'on travaille également sur le sujet, et plutôt en avance par rapport au territoire national sur ce qu'elle a pu développer pour développer justement de manière très concrète le sport, santé, bien-être à La Réunion. Voilà, enfin, vraiment la Réunion est aujourd'hui, je pense, est vraiment un exemple au niveau national de ce qui a pu se développer. Je me rappelle en 2008, quand j'ai commencé à faire un petit peu l'état des lieux pour essayer de voir s'il y avait un besoin, une demande en fait en activité physique adaptée à La Réunion, où je me suis rendu compte qu'il y en avait une, effectivement, mais à l'époque, c'était quasiment méconnu, vraiment très peu connu, et il n'y avait pas grand-chose comme offre en fait au niveau du sport santé. Pardonnez-moi. Et en fait, avec l'évolution des politiques de santé publique, cette loi de 2016 donc on a évoquée, cette stratégie nationale en fait a été déclinée au niveau régional très rapidement à La Réunion, peut-être plus rapidement que dans beaucoup d'autres régions de France. Et donc à La Réunion, à l'époque la DRJSCS, mais qui est aujourd'hui la DRAGES, et l'ARS, en fait, ont décidé ensemble de monter un label Sport Santé Bien-être. C'est l'IREPS qui a guidé un petit peu la création de ce label. Et donc, en 2016, il y a eu beaucoup de travaux autour de la création d'un label qui permettait de garantir la sécurité des pratiques pour des patients, donc des patients ou des personnes plus fragiles ou qui étaient très éloignés de l'activité physique et qu'il fallait reconditionner physiquement. Donc ce label Sport Santé Bien-être qui existe aujourd'hui garantit à la fois la sécurité des pratiques, garantit la formation, un certain niveau de formation des encadrants, et garantit également un taux d'encadrement optimal pour pouvoir prendre en charge des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs aguerris et donc qu'il faut pouvoir encadrer de manière un petit peu plus serrée. Alors ce label, peut-être qu'on peut montrer à l'écran voilà le logo du label SSBE, Sport Santé Bien-être. Il y a deux niveaux sur ce label au niveau régional. Il y a le niveau 1 qui est devenu le sport santé pour tous et qui vise vraiment à faire de la prévention primaire par l'activité physique en essayant de ratisser le plus large possible. Et puis il y a le niveau 2, donc là il y a une petite erreur sur ma diapo. Oui. Le niveau 2 qui est donc le sport... ça a été doublé, excusez-moi. Le niveau 2 c'est donc le sport sur ordonnance. Et donc qui, là, cette fois, s'adresse véritablement à des personnes qui sont adressées par leur médecin traitant parce que porteuses d'une pathologie, parce que le médecin considère que pour prévenir l'évolution d'un état de santé qui se détériore, l'activité physique est un bon moyen. Voilà, donc le sport sur ordonnance, c'est aussi une deuxième pratique qui se développe, qui s'est développée ailleurs en métropole à Strasbourg au tout début. Et puis je pense que La Réunion est quasiment la deuxième région à avoir emboîté le pas sur le sport sur ordonnance. C'est en train de se développer dans toutes les communes et c'est porté donc par ce label qui va sécuriser véritablement les pratiques, qui est plus exigeant que ce que la loi prévoit.
parce que la loi finalement prévoit que sur le sport santé pour tous, en tout cas, tous les éducateurs sportifs, pour peu qu'ils aient eu une formation complémentaire par leur fédération, qui sont des fédérations reconnues, voilà, agréées, peuvent encadrer, et le label en fait propose, donc n'oblige pas, mais propose des formations complémentaires pour aller un petit peu plus loin dans les compétences, la montée en compétences des encadrants. Voilà, sur ce label. Et donc ce label, il a vraiment... aujourd'hui, il y a plus de 500 créneaux labellisés, je pense, sur l'île, puisque ce sont des créneaux d'activité qui sont labellisés. Il existe un site voilà, qui permet aux structures qui proposent des créneaux de monter un dossier pour faire labelliser leurs créneaux sur un cahier des charges très précis, et aux personnes qui veulent pratiquer du sport santé d'aller identifier où se trouvent tous les créneaux proposés sur l'île en termes de sport santé. Et donc ça, c'est vraiment une grande avancée. C'est tout récent, en fait, ce site, ça a moins d'1 an. C'est ça, c'est sorti en fin d'année dernière. C'est ça, voilà. Et donc, c'est vraiment, pour vous dire, depuis 2016, donc ça ne fait jamais que 6-7 ans, l'avancée à La Réunion de l'organisation des différents acteurs, que ce soit la DRAGES, l'ARS, les communes, donc l'IREPS, qui a été un acteur aussi de développement de ce label Sport Santé Bien-être, les formations donc, qui ont amené aussi des gens compétents sur le terrain. Tout ça s'est combiné, et moi ce que je dis souvent, on a quand même une chance énorme à La Réunion, c'est que pour l'instant, tous ces acteurs travaillent main dans la main. On pourrait aussi parler des maisons sport santé qui sont aussi de nouveaux acteurs dans le domaine. Aujourd'hui, franchement, à La Réunion, on sent qu'il y a une synergie de tous ces acteurs. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas dans toutes les régions de France. Et donc, on peut être fier de ça. Ici, à La Réunion, on peut être heureux de ça, parce que c'est ça qui fait que ça se développe aussi vite pour le plus grand bénéfice des usagers, finalement. Donc, vous parliez du site internet, il était écrit en fait dans le logo, il est très très simple à retenir, Oui. si vous voulez en savoir plus, ou en tout cas savoir plus précisément c'est quoi le sport santé bien-être, ou éventuellement trouver un créneau pas loin de chez vous, ssbe.re, c'est aussi simple que ça. C'est ça, très simple à trouver. Et alors voilà pour ce qui est du contexte des dispositifs, les avancées de notre territoire sur le sujet dont on peut être fier, je le souligne une deuxième fois. Revenons à présent maintenant sur l'approche plus métier, et en particulier sur les métiers dont vous êtes concernés à l'université, sur la formation des enseignants APA. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant APA? Qu'est-ce qu'il caractérise? Et puis peut-être, quelles sont les particularités de la pratique d'un enseignant APA, que les gens qui nous regardent puissent avoir une idée de comment on est pris en charge dans un cadre comme celui-là. D'accord, donc effectivement, donc peut-être si j'essaye de définir un petit peu plus l'activité physique adaptée, c'est des pratiques dans un contexte d'activité quotidien, de loisirs, de sport ou d'exercice programmé. On n'est pas du tout dans le sport de performance, d'accord? Et ça va être basé sur les motivations des personnes qui ont en fait des besoins spécifiques. Des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée que on va adapter véritablement la pratique en fonction des limitations fonctionnelles des personnes et de leurs besoins également. Alors maintenant, si on va rechercher un petit peu le champ d'action des enseignants en activité physique adaptée, peut-être que je peux parler d'abord de l'approche de l'APA, qui n'est donc pas une approche de performance physique, qui n'est encore moins une approche de compétition, d'accord, même si toutes ces choses-là ont leur place et rendent plein de gens heureux. Mais quand on est dans l'activité physique adaptée, on est d'abord sur la recherche d'un reconditionnement physique qui va donner les moyens de bouger davantage dans son quotidien, de se sentir mieux, et également peut-être après de reprendre une activité sportive un petit peu plus régulière. Mais au départ, il y a un reconditionnement physique.
Mais il n'y a pas que le physique qui va compter dans l'approche d'activité physique adaptée. Là, comme une petite diapo que j'aimerais qu'on puisse présenter, qui rappelle la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça date, cette définition, elle date des années 70, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais la définition de l'OMS qui définit la santé comme un état de bien-être complet, physique, psychique et social. Et donc moi j'aime bien présenter ce petit schéma en fait qui montre en fait ces trois équilibres, l'équilibre physique, l'équilibre psychique et l'équilibre social. Et à l'interaction de ces trois équilibres, on trouve la santé. Et c'est vraiment important de comprendre ça, parce que quand l'équilibre physique est rompu, très souvent, avec une maladie qui impacte le quotidien et qui impacte la qualité de vie, très souvent l'équilibre psychique, c'est le prochain équilibre qui peut être rompu en fonction de l'environnement et des difficultés rencontrées par les patients, et l'équilibre social également, puisque la maladie peut aussi isoler les personnes. Et puis, on peut vraiment tourner dans tous les sens. Si c'est l'équilibre psychique qui est rompu, on peut avoir un impact sur l'équilibre social et à terme, peut-être aussi sur l'équilibre physique. Et voilà. Et donc, on peut tourner dans tous les sens. Ces trois équilibres sont intimement liés. L'activité physique adaptée, depuis le début de son développement et de son enseignement, a vraiment eu à cœur de partir de cette définition de la santé. Et donc, dans les programmes d'activité physique adaptée, on va non seulement aller vers les besoins des personnes en termes de reconditionnement physique, mais on va souvent aussi prendre en compte, bien sûr, la motivation, ce qu'on appelle aussi parfois le sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que la personne se sent capable d'eux, éventuellement des freins psychologiques à la pratique. Une personne qui est en situation d'obésité, parfois il y a des freins psychologiques à avoir des pratiques par exemple aquatiques. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Des freins psychologiques liés au manque d'estime de soi. Et puis également des freins liés à la condition sociale, à l'environnement social, voire socio-économique des personnes. Et donc, et parfois aussi à la rupture du lien social que peut engendrer une maladie longue ou l'isolement des personnes âgées, par exemple. Et donc, en fait, dans un programme d'APA, on va vraiment s'attacher à prendre toutes ces dimensions en considération et peut-être à organiser les activités physiques et choisir des modalités de pratique qui vont pouvoir jouer sur ces trois équilibres à la fois en fonction des besoins qui sont identifiés chez les personnes. Donc, pour prendre un exemple très simple, si on veut favoriser l'équilibre social, on va éviter les activités physiques individuelles. On va favoriser les activités de groupe. Voilà, pour prendre un exemple très simple à comprendre. Et donc, pourquoi est-ce que l'activité physique adaptée joue sur ces trois volets? Donc, non seulement parce que l'objectif premier, c'est de rétablir la santé, et aussi parce que tout ce que l'on connaît aujourd'hui du point de vue scientifique sur les effets de l'activité physique adaptée, non seulement porte sur la santé physique, mais également sur la santé psychique. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui nous disent que, effectivement, la santé mentale peut être largement améliorée par l'activité physique régulière. On en avait parlé également avec le docteur Lemarchand. Voilà. Et donc, si je viens maintenant aux objectifs d'un enseignant en activité physique adaptée, ça va vraiment être de jouer sur ces trois aspects et avec une méthodologie particulière. Dans l'APA, en fait, on commence par évaluer les capacités fonctionnelles et motivationnelles des personnes qui donc vont bénéficier de ce programme d'APA. Et c'est vraiment cette évaluation des capacités fonctionnelles va être un point de départ pour choisir quelles sont les bonnes activités à proposer, le bon réentraînement. S'il y a une pathologie en plus, on va aussi s'appuyer sur la littérature scientifique parce qu'on sait que sur certaines pathologies, une activité de type aérobie sera plus favorable ou de telle intensité sera plus favorable ou au contraire renforcer l'état musculaire va être également très favorable. Alors on a souvent à la fin la combinaison des deux qui apparaît être souvent le plus favorable, mais c'est vrai que en fonction de la pathologie, on a des arguments scientifiques
plus ou moins fort pour dire c'est plutôt là-dessus que je vais appuyer et je vais utiliser telle ou telle méthode, tel ou tel type d'exercice parce que je sais que ça va répondre aux besoins de la personne, non seulement sur le plan de sa condition physique, de son état émotionnel, mais aussi peut-être ça peut aider à accompagner la personne dans son traitement au long cours. Voilà. Ça ne remplace jamais les traitements, bien sûr, ça vient En complément. en complément. Peut-être la seule pathologie qui nous intéresse particulièrement à La Réunion, pour laquelle aujourd'hui l'activité physique est considérée comme une véritable thérapie, fait partie du triptyque en fait de la thérapie, c'est pour les diabétiques de type 2. Voilà. Où on sait que l'observance des traitements quand il est nécessaire, l'activité physique et une bonne alimentation, c'est le triptyque gagnant. Et l'activité physique a vraiment un rôle important pour réguler la glycémie au quotidien, faire diminuer cette insulinorésistance que les personnes diabétiques connaissent en fait, et qui est le cœur du problème dans le diabète de type 2, et également et surtout pour prévenir les complications du diabète. Donc toutes les complications vasculaires qu'on va avoir avec un diabète qui se prolonge dans le temps, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on peut les limiter très fortement, voire pour certaines personnes diabétiques, les éviter complètement grâce à une activité physique régulière et une bonne alimentation, donc une bonne hygiène de vie. Moi, je dis souvent à mes étudiants que les diabétiques de type 2 qui arrivent, alors grâce à ce qui peut leur être proposé, grâce peut-être aussi à l'éducation thérapeutique quand ils en bénéficient, qui arrivent à vraiment prendre en charge eux-mêmes la gestion de leur pathologie et qui arrivent à modifier leur mode de vie de manière à avoir une activité physique très régulière, une alimentation équilibrée et un diabète qui s'équilibre parfaitement, même pour moi ce sont j'appelle ces personnes des diabétiques en très bonne santé. Voilà, ça peut paraître paradoxal, mais c'est possible d'être diabétique en bonne santé. Mais ça demande bien sûr d'appliquer le triptyque dont je parlais. Voilà, ce qui n'est pas si simple. Oui, on a eu à de nombreuses reprises l'occasion d'évoquer, parce que comme vous l'avez dit, le diabète c'est un des principaux ou un des premiers gros enjeux de santé publique à La Réunion. On a fait plusieurs émissions là-dessus. D'ailleurs, je vous invite, que ce soit sur le portail de l'Université numérique de La Réunion ou sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver ces émissions Santé Live ou d'autres causeries que nous avons fait sur le sujet. Alors on a parlé des enseignants en activité physique adaptée. Là on a vu un petit peu quelle est la méthodologie et puis finalement les fondements de leur intervention. On les retrouve où les enseignants APA, où est-ce qu'ils voilà, est-ce que c'est essentiellement en milieu hospitalier, enfin, où est-ce qu'on a une chance de tomber sur un enseignant APA? Alors, je vais vous parler de ça, mais juste avant, je voulais juste terminer sur la méthodologie. Oui. Une chose que j'ai oubliée, c'est qu'en fait, il y a une évaluation initiale, il y a un programme adapté au mieux aux besoins des patients, mais après, dans la méthodologie de l'APA, il y a surtout l'évaluation de l'intervention. Donc, un enseignant APA va toujours évaluer si ce qu'il a proposé convient, réajuster, et surtout, maintenant, avec la prescription d'exercice, il y a le lien avec les professionnels de santé, le médecin traitant, éventuellement les kinés qui s'occupent du patient également, pour pouvoir rendre compte en fait des effets du programme qui a été proposé. Voilà, ça fait partie de la méthodologie de l'APA. Alors maintenant, où est-ce qu'on trouve ces enseignants en activité physique adaptée? On les trouve dans beaucoup d'endroits, dans de plus en plus de lieux. Pour vous dire, moi, si je prends ma loupe, on va dire, d'enseignante dans ce domaine-là, où j'ai eu au début, quand on a monté la filière et que la première promotion est sortie en 2011, j'ai eu à placer des étudiants en stage. Et c'était la croix et la bannière pour trouver des lieux de stage, en fait. Et aujourd'hui, on a à peu près 3 à 4 fois plus d'étudiants dans la filière et on les place tous en stage. Alors, il y a des lieux de stage qui en reçoivent plusieurs parce que leur activité dans le domaine de l'activité physique adaptée s'est développée. Alors, on les trouve où? On les trouve d'abord en milieu hospitalier. On les trouve dans les centres de rééducation cardiaque, dans les centres de rééducation fonctionnelle, y compris dans certains services maintenant du CHU, donc en hémato-oncologie par exemple, où il y a un programme d'APA qui a été mis en place au CHU Sud, également pour s'occuper des enfants atteints de mucoviscidose. Donc c'est des enseignants APA qui ont été recrutés pour
travailler au sein du CHU. Alors, il y a encore très peu de postes, mais voilà, c'est possible dans des cliniques qui proposent aussi soit de la rééducation fonctionnelle, soit des cliniques qui reçoivent des personnes très âgées. On pourrait aussi parler des EHPAD, même si ce n'est pas encore très, très développé dans les EHPAD à La Réunion, mais ça vient doucement. Mais beaucoup de cliniques qui reçoivent des personnes pour des temps de repos font appel aussi à des enseignants en activité physique adaptée pour proposer à ces personnes particulièrement fragiles des activités physiques qui leur conviennent. Donc ça, c'est pour le milieu un petit peu hospitalier. On va trouver aussi beaucoup les enseignants en activité physique adaptée dans leur... comment je vais appeler ça, leur structure d'origine. C'est-à-dire, en fait, l'APA, quand l'APA est né, en fait, en tant que discipline, enfin, en tant qu'enseignement à l'université, c'était d'abord pour fournir des éducateurs sportifs dans le monde pour les personnes atteintes d'un handicap, que ce handicap soit physique ou mental. Donc, en fait, on trouve aussi beaucoup d'enseignants en APA dans des structures comme les IMP, les IMPRO, les foyers d'accueil occupationnel, et on en a quelques-uns sur l'île. Et donc, ce sont des structures qui accueillent beaucoup de stagiaires dans le cadre des études universitaires et qui, du coup, ont développé aussi leur offre en activité physique adaptée. Et puis, ensuite, on trouve beaucoup les APA dans le milieu associatif. On peut les retrouver beaucoup dans le milieu associatif. Alors, milieu associatif, petit milieu associatif ou grand milieu associatif, je pense à un des premiers enseignants en APA qui a été recruté sur l'île dans la première promotion qui a été formée ici, c'est Jérôme Robert qui se trouve à l'hôpital des enfants, donc qui fait partie de l'ASFA. Voilà. Donc, pour donner un exemple, mais dans le milieu associatif, parce que beaucoup d'associations, et avec le contexte dont on a parlé, le développement du sport santé bien-être, où en fait, en particulier sur prescription d'exercice, où on exige en fait la présence d'un EAPA, au moins pour faire les bilans initiaux et pour orienter les personnes vers les activités qui leur conviennent, même si ce n'est pas toujours un enseignant en APA après qui va encadrer les séances. Mais donc du coup, beaucoup d'associations ont fait appel à des enseignants en activité physique adaptée et on en trouve de plus en plus, alors plutôt avec un niveau de formation master, dans les collectivités, en particulier dans les communes qui développent leurs projets sport-santé et qui font appel pour ça à des enseignants en APA, donc avec un niveau master, qui vont faire de la gestion de projets en fait d'activités physiques adaptées. Donc voilà, et qui vont également coordonner des équipes d'enseignants en APA qui sont sur le terrain pour encadrer des séances. Donc voilà un petit peu partout où on peut les retrouver. Dans les institutions, j'ai parlé des IMPRO, des IME et des foyers d'accueil occupationnel, mais on peut les retrouver aussi dans des instituts médico-éducatifs. Voilà, enfin, il y a beaucoup de structures qui aujourd'hui mettent en place, comme dans toute la société, l'activité physique pour tous, ou qui l'ont fait peut-être même bien avant, et qui font appel de plus en plus à des enseignants en activité physique adaptée, puisque le métier est de mieux en mieux connu et peut-être de mieux en mieux représenté. De toute façon, vous évoquiez tout à l'heure la croissance du nombre d'étudiants. C'est donc finalement un métier qui est en plein essor, en plein développement, avec beaucoup de perspectives. C'est vraiment en plein essor, avec pour l'instant des étudiants qui arrivent souvent à l'issue de leur stage, en particulier niveau master, à être recrutés. Beaucoup s'installent aussi comme auto-entrepreneurs et donc développent l'offre en fait en activité physique adaptée, soit à travers leur propre structure, soit en tant qu'auto-entrepreneur en intervenant un petit nombre d'heures par semaine dans plusieurs structures en offrant leurs services. Voilà, donc c'est aussi ça qui est possible. Il existe une société française des professionnels en APA qui a un représentant ici à La Réunion. Et donc, la SFP-APA peut être aussi un relais pour trouver un enseignant en activité physique adaptée dans sa région ou dans sa ville, parce que la société, cette SFP-APA a tous les coordonnées des EAPA de l'île et donc peut parfois renvoyer des personnes vers tel ou tel, même si ce n'est pas leur rôle principal. Oui. Hein. Oui. Mais c'est vrai que je sais que Grégory Kaderbi le fait parfois. Voilà.
Oui, donc Grégory Kaderbi, qui effectivement est le représentant Voilà, de la SFPAPA de la SFSP. Voilà. à La Réunion. Alors, on arrive au terme de cette émission. On a pu effectivement regarder plus en détail l'activité physique adaptée. Finalement, même quand on a une pathologie, quand on a des fragilités, qu'on peut imaginer que ce sont des raisons pour rester un peu éloigné de l'activité physique, parce que beaucoup n'aiment pas ça. On peut un peu tordre le cou à cette idée-là en disant que finalement, alors d'une part, la science encourage à y aller parce que les bienfaits sont réels et démontrés, et qu'en plus il y a aujourd'hui des dispositifs, des métiers, des professionnels qui sont là pour vous accompagner avec un état d'esprit tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans une approche très accompagnante, pas uniquement finalement axée sur l'effort. Sur une approche plus liée au bien-être, si je peux me permettre de le dire comme ça. Oui, et malgré tout, dans cette approche bien-être, il y a quand même des compétences qui peuvent amener à faire un véritable réentraînement physique, mais en respectant effectivement les capacités des personnes. Parfois, l'intensité idéale pour un profil de personne donnée n'est pas toujours l'intensité d'exercice qui va être choisie par un enseignant en APA, parce que ce qui compte avant tout, c'est l'adhésion de la personne. Et donc une personne qui est très éloignée de l'activité physique depuis longtemps, on ne va pas lui demander des efforts qui psychologiquement vont lui sembler au-delà de ses capacités, même si cette intensité d'effort serait la meilleure intensité, soi-disant par rapport à sa pathologie. C'est pas toujours une bonne idée. L'enseignant en APA, il va d'abord partir des capacités physique, mais également psychologique de la personne, qu'est-ce que la personne est en mesure d'accepter, et donc l'amener progressivement à aller vers l'optimum de ce qu'elle peut faire d'un point de vue physique. Donc vraiment, c'est cette progressivité, c'est aussi un point important dans l'activité physique adaptée, une progressivité qui n'est pas toujours bien gérée dans les activités sportives qui peuvent être proposées pour tout un chacun. Voilà, quand on a des personnes particulièrement fragiles. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce qui conclut cette série des causeries de la santé sur l'activité physique et la santé. Alors, si vous en doutiez encore, bouger finalement, on l'a vu, c'est vraiment bon pour la santé, pour tout le monde. Ne pas hésiter à y aller, marcher, courir, faire du renforcement musculaire, si je peux synthétiser ce qui a été dit dans la première causerie. Ne pas hésiter aussi à regarder les causeries, à développer ses savoirs et ses connaissances. Ça peut aider à entretenir la motivation pour que ça dure. Et enfin, même quand on a des fragilités, même quand on est malade, on a tout intérêt à y aller, et il y a des professionnels qui sont là pour vous y aider. Merci beaucoup, on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets, d'autres causeries. Merci à nos invités, merci Chantal Verquin, bonne continuation. Merci. Bon développement aux enseignants APA. Oui, on va continuer. Et bien vous, n'hésitez pas à aller bouger. Merci beaucoup et au revoir.